ces couples heureux, car ce n'est pas facile. Et oui, on se complique la vie pour être humain. Et Yvon Dallaire, il en connaît un bout sur la question. Bonjour Yvon. Bonjour Liliane. Comment ça va? Ça va très bien. La preuve, j'ai réussi à me rendre jusqu'ici à partir du Québec. C'est génial, ça fait bon voyage. Hein? Oui, j'ai fait un bon voyage. Je suis passé par Paris, j'ai une semaine à Paris, je me lance dans un projet. Je suis ici avec vous chaque année depuis presque 15 ans. Et j'adore venir à Manhattan, j'adore les Suisses, autant hommes que femmes. Oh, c'est gentil ça. Bon, est-ce que je recommence? Vous dites, on a l'honneur d'abord de vous accueillir. C'est un vrai plaisir parce que vous êtes une référence dans le domaine. On ne peut pas dire combien de livres à peu près vous en avez. Ça fait depuis 35 ans que je fais de la thérapie conjugale et sexuelle et j'ai à mon actif 25 livres, dont qui sont sur le heureux et mon best-seller. Et d'ailleurs, le magazine Psychologie de France a déclaré ce livre-là comme étant un des 50 livres qui changent une vie. Alors moi, donc, je confirme. J'ai mis en application tout ce que vous avez écrit. Bravo. Il doit y avoir un homme heureux quelque part. Absolument. Bon, pour nos chers téléspectateurs et personnes qui nous regardent, eh bien, quel est pour vous le départ d'un couple? Quel est le départ d'un couple? Comment faire pour, en fait, donc, je vais poser la question, comment faire pour choisir la bonne personne? Quelque part, c'est pas une bonne choisir. Quelque part, d'ailleurs, en psychologie populaire, on dit les contraires s'attirent. Absolument. Et on dit par contre, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors, les contraires s'attirent, c'est au niveau génétique. Pourquoi est-ce que cette femme-là m'attire plus que l'autre à côté, qui pourtant, celle-là est plus belle esthétiquement, mais celle-là me fait réagir? Quelque chose. C'est que quelque part, mes gènes ont reconnu les gènes et ça leur vibré, ça fait des vibrations. Là, okay? Par contre, ça c'est au niveau génétique. Et on sait très bien que pour que les enfants soient de meilleure qualité, il faut que les codes génétiques soient différents. Sinon, on va accentuer les tâches héréditaires. Mais au niveau psychologique, pour être capable de vivre à long terme avec quelqu'un, il faut quand même 70% de compatibilité. 70%? Oui. Donc 70%. 70% de compatibilité. Donc, c'est sûr que le couple, souvent, va commencer par une attirance réciproque qui est souvent très sexuelle, très passionnée, mais pour être heureux à long terme, il faut donner une période de probation, il faut qui est de combien? Des fréquentations. Et qui est de combien de temps? Moi, je sais entre 3 et 6 mois avant de donner tous les bénéfices marginaux de la convention collective. Il faut aller vérifier si l'employé va vraiment se consacrer à son travail, s'il est compétent et s'il va vraiment s'investir pour la compagnie. Donc, une période de fréquentation de 3 à 6 mois avant d'aller plus loin dans l'intimité, ce qui ne veut pas dire d'être comme des seins qui touchent. Non, on a le droit de toucher. Oui, on est d'accord. Il faut aller vérifier si mon partenaire est compatible, parce que j'ai une très mauvaise nouvelle. Le couple n'est pas fait pour rendre heureux. Répétez ça. Le couple n'est pas fait pour rendre heureux. C'est une illusion de croire que je vais trouver mon âme sœur et que je vais être heureux pour le reste de ma vie. Mais on est toujours à la recherche d'ailleurs de ça. Oui, on est toujours à la recherche de passion, d'intensité, mais l'intensité, on ne peut pas la faire durer toute une vie. Alors, je m'excuse, Eliane, le couple est un creuset pour générer des crises. Et c'est la façon dont on gère les crises et les problèmes qui sont pour la plupart insolubles qui est le critère pronostic de l'évolution d'un couple. Alors, les couples heureux à long terme, parce qu'on est tous heureux pendant la lune de miel. Ah oui, la lune de miel, il n'y a pas de problème. Ça dure 2 ans, 3 ans tout au plus. 3 ans. Ensuite, on entre dans la lutte pour le pouvoir, parce que vous voulez élever les enfants d'une certaine façon, je veux les élever d'une autre façon. Vous voulez faire l'amour X fois par semaine, moi c'est X, Y fois par semaine. Vous voulez dépenser votre argent de cette façon-là, moi c'est autrement. Le couple est rempli de sources de confrontation, et ces problèmes-là sont, pour la plupart, insolubles. Donc, il faut négocier des ententes à double gagnant pour être sûr de pouvoir vivre heureux à long terme. C'est pas évident, hein? C'est vraiment, non. Je dirais, c'est un petit chemin qui avec plein d'épines sur ce chemin. En psychologie positive, on sait aujourd'hui qu'il est plus difficile d'être heureux que d'être malheureux.
Être malheureux, c'est très simple. Installez-vous quelque part dans un coin, mettez-vous à penser. On est bien Et d'accord. votre cerveau va finir par déprimer. Alors là, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, quand vous regardez, quand vous entendez les gens, on ressent toujours des formes de frustration dans un couple parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Et ils ne savent pas comment se positionner. Et ça tombe bien, on va demander à des personnes s'ils ont des questions. Vous êtes d'accord, Yvon? Toujours d'accord à répondre à la question. Ah, il y a une dame. Alors attendez, je vais lui donner le micro. Je vais lui donner le micro. Et vous pouvez aussi poser les questions parce qu'Yvon Dolez, c'est avec plaisir qu'il se prêtera à cet exercice, il adore. Alors j'ai une question un peu délicate. Comment dire? Je suis mariée et depuis 1 an, on n'a plus de rapport intime. Voilà, c'est hyper compliqué. Comment on existe quand on est frustré de ça et que... Alors, qui refuse les rapports intimes? Lui. Lui. Okay. Est-ce qu'il y a eu un examen médical? C'est-à-dire? Ben, s'il n'y a plus de désir, est-ce qu'il y a encore du désir ou s'il n'y a plus de désir? Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de désir pour vous? Oui, et pour lui aussi. Est-ce qu'il y a du désir pour d'autres femmes? Alors ça... Ça, c'est lui qui pourrait répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que s'il n'y a plus de désir, premièrement, il fallait vérifier si ce n'est pas hormonal. Parce que les hommes ont besoin d'un taux minimum de testostérone pour éprouver du désir. Et s'il n'y en a pas, s'il est en deçà de la norme minimale, c'est sûr qu'à ce moment-là, même s'il est toujours très belle et très charmante, que son corps n'aura pas faim de vous. Mais alors, comment on fait pour... Ben, aller voir un urologue, un médecin urologue, c'est simple. Il s'agit de prendre une prise de sang pour vérifier son taux de testostérone dans le sang. C'est très simple. Et là, on va voir. Et si effectivement il y a baisse importante de production de testostérone, aujourd'hui, tout comme pour les femmes, il y a une hormonothérapie de remplacement. Aujourd'hui aussi pour les hommes peuvent prendre des substituts de testostérone et ça les booste au niveau du désir sexuel et aussi au niveau de l'énergie. Parce que la testostérone, c'est oui le carburant sexuel, mais c'est aussi ce qui donne de l'élan à un homme. Ça répond? Oui, en partie, on verra bien. Oui, ben, évidemment, s'il y a un taux de testostérone normal, alors il faudrait voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux, entre vos deux oreilles à vous, les siennes, et dans votre relation. Et c'est là que le thérapeute conjugal et sexuel peut intervenir pour vous aider à enlever les obstacles qui se sont développés. C'est sûr que pendant la période de passion, c'est ça, ça le dit, c'est la passion. Hein? On va parler une soirée de temps, on va faire l'amour 2-3 fois dans la nuit, on a hâte de retrouver l'autre, mais quelque part, on n'est pas vraiment en amour avec l'autre. On est en amour avec les sensations intenses qu'on vit, avec les émotions très agréables et avec tous les rêves, toute la planification, tous les fantasmes qu'on fait pour notre avenir commun. Ça, c'est la première phase qui dure 2 à 3 ans. Ensuite vient la lutte pour le pouvoir. Et parfois, la sexualité devient un enjeu. Parfois, la sexualité peut être utilisée par l'un pour faire payer l'autre parce que l'autre n'a pas répondu à mes besoins. Alors, tu ne me donnes pas ce que je veux, je ne te donnerai pas ce que tu veux. C'est un jeu à double gagnant ou à double perdant. Je te donne ce que tu veux, tu me donnes ce que je veux. Et comme les besoins des hommes ne sont pas tout à fait les mêmes que les besoins des femmes, ben là, c'est pour ça que le couple est fait pour générer des crises. Mais c'est bien, on a répondu à votre question. Formidable. Dites, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question en rapport d'un couple pour avoir peut-être une réponse ou une piste éventuelle par rapport à leur problématique éventuelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait poser une question? Ne levez pas tous la main. Dites que c'est votre sœur qui vous a demandé, parce qu'elle ne pouvait pas venir ici, qu'elle m'a demandé telle chose. Ah ben voilà, la sœur par exemple. Non? Personne. Bon, on va continuer, c'est pas grave, on continue. Alors, justement, l'art d'aimer est l'art de la persistance. Oui. Le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Le couple est non seulement parsemé de problèmes insolubles, mais il est parsemé aussi de moments critiques. Et paradoxalement, les moments critiques sont souvent les plus heureux. Oui.
un des premiers moments critiques après la désidéalisation, le jour où j'ai vu que dans ma princesse, il y avait une sorcière de cachet, et que vous avez trouvé le crapaud en arrière du prince charmant. Absolument. Là, il y a la désidéalisation, là, je rencontre la vraie femme, le vrai gars. Et les deux, au départ, on s'est monté sur notre plus beau jour. Évidemment. Et là, on se présente sur notre vrai jour. Ça, c'est la première crise de l'évolution d'un couple. La deuxième crise, c'est l'arrivée du fruit de notre amour. Ah oui, le bébé. Le bébé, ah, ouais, non, qui lui, là, c'est un véritable dictateur qui a besoin de 2 esclaves à son service. C'est tout à fait ça. Et là, on en a pour quelques années à son service. Donc, pourtant, c'est le fruit de notre amour. Oui, mais c'est un individu à part. C'est ça. Et il s'intercale entre les amants du début. Absolument. Donc, parce que l'enfant, vous savez ce qu'il a comme devise, hein? Diviser pour régner. Mieux régner. Oui. Alors, il s'organise pour mettre papa et maman en compétition, en dispute l'un avec l'autre. Là, lui, il choisit. Lui, il adore. Oui. Lui, il s'amuse comme un bébé, d'ailleurs. Il n'est pas conscient de ça, il ne fait pas ça méchamment ni volontairement, mais il le fait. Absolument. Un autre moment critique dans l'évolution d'un couple, un moment heureux, l'achat d'une maison ou l'aménagement dans un appartement. Ben oui, il faut la chambre. Un moment heureux. Et on se rend compte que dans l'année suivante, dès l'arrivée d'un enfant, dès l'achat d'une maison, le taux de divorce augmente. Oui, parce qu'il y a confrontation, il y a conflit, et la personne ne trouve pas sa place. Ah, c'est ça, c'est que chacun voudrait trouver sa place, mais chacun, comme je disais tantôt, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes besoins. Si vous voulez aller vivre à la campagne, puis moi je préfère vivre au centre-ville, nous avons un problème insoluble. Est-ce que, Yvan, dans la communication, parce qu'on dit toujours qu'il y a la communication verbale, qui est très peu, et la communication non verbale. Donc, dans un couple, comment fonctionner pour parvenir à transmettre le message? Parce qu'à un moment donné, il y a toujours la personne qui est manipulée ou qui manipule. Donc, il y a toujours un des deux, comme on dit. Hein. Après, il y a un qui accepte et l'autre qui ne veut pas d'histoire. Beaucoup de couples viennent consulter en disant « Nous avons un problème de communication ». C'est pas ça. Ça fait 35 ans que je reçois des couples qui me racontent sensiblement la même chose, des deux côtés de l'Atlantique. Et moi, j'en arrive à la conclusion que les couples n'ont aucun problème de communication. D'accord. Ça va à l'encontre de beaucoup de choses, de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit dans les livres. Les couples n'ont pas de problème de communication, mais ils ont 2 problèmes reliés de communication, dont le premier, c'est un problème de consensus. On utilise la communication pour essayer de convaincre l'autre que j'ai raison de mon point de vue et que tu as tort de penser comme ça. Donc, tu devrais te rallier à mon point de vue. Ça, c'est sûr que ça va donner naissance à des conflits. Alors, on a observé chez les couples heureux à long terme, il y en a beaucoup, il y en a juste 20%, ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. C'est ce qui permet de s'enrichir et d'accepter l'autre. Si on discute tous les deux ensemble, Eliane, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, c'est signe d'une excellente communication. Oui, parce qu'on va pouvoir partager. Oui, c'est pas un signe de problème de communication. Mais même si je ne suis pas d'accord avec toi, je peux continuer de t'aimer. Oh, c'est joli. Le deuxième problème lié à la communication, c'est que, je vais vous dire de façon triviale, les couples malheureux brassent plus souvent de la merde que des fleurs. Alors, si on parle de ce qui ne va pas, de façon critique, si je fais des reproches, tu n'es jamais là, tu ne sors jamais, tu ne communiques pas, tu ne t'occupes pas des enfants, tu ne fais pas ta part des tâches ménagères, etc., les couples malheureux se disent de moins en moins des paroles gentilles et je t'aime, des mon amour, des ma chérie, etc., etc. Alors que c'est l'inverse chez les couples heureux qui se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Si aujourd'hui, mesdames et messieurs, merci aussi. Oui, si aujourd'hui vous recevez un compliment et un reproche, moi je vous prédis que vous allez déprimer dans l'année. Parce que l'être humain va mettre davantage d'accent sur le reproche que sur le compliment. Pour ne pas déprimer, ça prend au moins 2 compliments par reproche. Mais pour être heureux, ça prend 5 compliments au minimum par jour. Par jour. Alors, calculez le nombre de reproches que vous venez de faire à votre partenaire depuis le début de la journée et multipliez par 5. Parce qu'il vous reste une dizaine d'heures pour compenser les 2, 3, 10 reproches que vous avez fait depuis le début de la journée. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? C'est ça. Alors, ce n'est pas des frustrations qu'il faut exprimer, ce n'est pas des reproches, des critiques qu'il faut exprimer, ce sont des besoins.
On est bien d'accord. J'ai besoin de quoi? Nos émotions, c'est des messages que notre corps nous envoie à nous pour nous dire qu'on a un besoin satisfait. Je suis heureux, je suis enthousiaste, je suis amoureux ou frustré. Et alors je suis en colère, je suis triste, je me sens coupable ou j'ai peur. Les émotions dites désagréables, gardez-les pour vous. C'est pas vrai, même s'il y a des gens ici qui vont vous dire le contraire, ce n'est pas vrai que ça donne le cancer. Ça n'a jamais été prouvé. Il n'y a aucune science, aucune recherche scientifique qui dit que si vous ravalez vos émotions désagréables, vous allez avoir des mouvements d'estomac. C'est un virus, une bactérie qui a des mouvements d'estomac, et que ça donne le cancer. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu que le fait de refouler, de reconnaître son émotion, mais de ne pas utiliser son partenaire comme un sac poubelle pour lui dire toutes les émotions négatives. On est bien d'accord. Les seules émotions qu'on doit exprimer, c'est chérie, tu es si belle, je t'aime, chérie, tu es si débrouillard, si intelligente. Les couples heureux se disent 5 à 10 fois plus de compliments. Oui, aller suivre des cours de communication non violente, ça peut être utile, mais les couples heureux ne disent pas « je me sens en colère devant ton retard parce que ça me donne l'impression que je ne suis pas important à tes yeux ». Ils aiment tellement ça que, moi j'appelle ça de la merde enveloppée. C'est quand même l'autre qui est l'objet d'une critique. Absolument. Les couples heureux vont dire chérie, tu es en retard et ça me fait tuer. Voilà. Okay? Mon amour. Exprimez. Déjà, un compliment. Hein? Je t'aime. Hein? Si vous dites chérie, tu es en retard. C'est déjà 2 compliments. C'est un reproche en sandwich. Ça, je digère mieux. Oui, ça passe mieux, hein? Surtout si on met un peu c'est simple. De caviar, tout à fait. Apprendre la communication non violente, je me sens comme ça devant ton comportement, de faire le lien entre ton comportement et ton émotion, c'est compliqué. Mais je sens que ce monsieur avait quelque chose à dire, je ne sais pas pourquoi. Vous voulez pas dire quelque chose? Allez, Patrick. J'apprécie s'est exprimé avec beaucoup de joie, de bonne humeur, sur des sujets très profonds, très intimes. Et j'ai beau rire, mais ça me touche parce que je suis concerné dans mon quotidien. Et justement, j'applique ces leçons. C'est-à-dire que je suis en train d'exprimer avec joie des choses qui sont moins joyeuses dans ma vie. Et je trouve ça très pratique et très simple. Et je remercie vraiment le conférencier. Vraiment. Merci. Au Québec, on appelle ça du GPS. Pas du GPS, du GPS, du gros bon sens. Je veux de l'amour. Est-ce que je vais te critiquer pour obtenir de l'amour? Pas beaucoup de chance d'obtenir de l'amour si je te critique. Si je veux de l'amour, je l'offre de l'amour. Vaut mieux quand même, hein? Ah oui. Alors moi, je lis donc toujours qui sont ces couples heureux. On va dire page 92. J'aime beaucoup. Les femmes, quant à elles, parlent de liens d'intimité, de connexion affective. Elles parlent aussi pour le plaisir de parler, pas seulement pour échanger de l'information, et surtout pour entretenir la relation. Donc, en fait, le langage de l'homme et de la femme n'a strictement rien à voir, et souvent c'est mal compris lorsque l'autre personne s'exprime. Exact. Dans mon bureau, j'ai un outil thérapeutique qui est extraordinaire, qui donne des résultats fantastiques. C'est un damier sur lequel, d'un côté, j'ai mis les pièces d'un jeu de dames, et en face, les pièces d'un jeu d'échecs. Il faut comprendre que le couple, c'est le damier, et qu'il y a un joueur de dames et un joueur d'échecs qui ne parle pas du tout le même langage, qui n'utilise pas le langage de la même façon, qui ne vit pas son couple selon les mêmes règlements. Alors, pour devenir heureux dans un couple, il faut que les deux apprennent à jouer et aux dames et aux échecs. En général, les hommes jouent aux dames parce que les hommes sont plutôt linéaires, alors que les femmes, hein, vous le savez, 2 semaines de beau temps, 2 semaines de tempête, 2 semaines de beau temps, 2 semaines de tempête, les femmes jouent davantage aux échecs, non pas parce que les règlements de jeu d'échecs sont plus compliqués. Les hommes qui disent que les femmes sont compliquées n'ont absolument rien compris aux femmes. La femme n'est pas compliquée, elle est juste changeante. Donc chaque pièce joue différemment. C'est pour ça qu'il y a autant de pièces d'ailleurs. Oui. Il faut se parler. Il faut se parler. Ça, c'est tout un langage. Tout dans un couple devrait pouvoir se dire, mais il n'est pas nécessaire de tout dire. Je peux garder les choses pour moi. Surtout si ce sont des choses, comme je disais tantôt, qui peuvent être désagréables, qui peuvent être du style reproche. Chérie, je trouve que t'as engraissé. Ça, c'est pas gentil. Que t'as pris hein. du poids. Ah non, c'est pas...
Et si tu savais aujourd'hui, j'ai eu une cliente, j'ai eu un collègue de travail, là, waouh! Je peux garder ça pour moi. Oui, parce que c'est inutile de blesser gratuitement. C'est pas parce que je t'aime que je suis insensible au charme des autres femmes. On est bien d'accord. Je peux rester sensible au charme des autres femmes, mais Sans pour autant. rester fidèle. Oui, il y a une manière d'être fidèle. Exact. Il y a plusieurs Dans ma manières tête, d'être elle fidèle. était fidèle. On est d'accord. Alors moi j'arrive là, ne pas tout dire est un signe de maturité. Ne pas tout dire est un signe de maturité. Surtout ne pas dire ce qui est reproche, ce qui est négatif, et dire ce qui est positif. Ça, c'est un signe de maturité. C'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle conjugale. Apprendre à ne pas laisser mes émotions négatives prendre le dessus sur mes émotions positives. Alors, la réalité des couples, c'est qu'il n'y a pas plus impoli entre eux que deux membres d'un couple qui s'aiment. Il y a des fois qu'on va dire quelque chose à son partenaire sur un ton qu'on n'utiliserait jamais avec un collègue de travail ou avec un ami. Pourtant, c'est la deuxième personne la plus importante de ma vie, après moi. C'est la femme que j'aime, mais je vais l'engueuler. Vous savez, des fois, dans la lune de miel, on va utiliser le nom de petits animaux de la femme pour se dire être une femme. Hein? Mon petit canard, mon petit lapin, ma petite souris. Quand l'admiration baisse, les animaux ont tendance à grossir. Ça c'est joli. C'est dommage. Il y a aussi une chose que j'aime bien, c'est chacun d'entre nous étant unique, effectivement, et on ne prend pas suffisamment conscience que l'on est unique. On a plutôt tendance à vouloir partager, d'abord il faut vivre avec soi-même pour apprécier ce que l'autre est. C'est sûr que le meilleur chemin pour aller vers l'autre, c'est le chemin vers soi. À partir du moment où je m'accepte dans mes forces, dans mes faiblesses, dans mes ressources, dans mes sensibilités, à partir du moment où je m'accepte tel que je suis, ça devient beaucoup plus facile d'accepter l'autre tel qu'il est. Et ce qui est important, arrêtez de croire que votre partenaire est la source de votre bonheur ou de votre malheur. Je suis la principale source de mon bonheur et de mon malheur, et une des bases fondamentales des couples heureux à long terme, c'est que je prends la responsabilité de ma vie et de mon couple à 100%, pas à 50%. Je ne peux pas demander à mon partenaire de faire pour moi, me rendre heureux, ce que moi-même je ne fais pas. C'est évident. Et si je suis malheureux, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire à mon partenaire? Vous allez le rendre malheureux, de toute façon. Créer de nouvelles sources de conflits, et c'est pour ça que je dis que le couple est un faiset pour générer des crises de croissance. Malheureusement, 80% des couples, c'est des crises de décroissance. 50% de divorce et 30% s'endurent pendant des décennies. Et après 30-40 ans, ben, vous avez un coffre-fort et une mégère. La haine. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant. L'âme sœur tant espérée. Google recense sur Internet 863 000 références à âme sœur et 2 560 000 références à son équivalent en anglais. Soulmate. Soulmate. Excusez-moi l'anglais. J'avais un anglais avec un accent suisse. Soulmate. Et ça fait déjà quelques temps, quand j'ai écrit ce livre-là. Oui, oui, c'est en... Si vous y allez aujourd'hui, je pense qu'en français, c'est rendu au-delà de 2 millions, puis en anglais, c'est au-delà de 5-6 millions. Faites l'exercice ce soir, là, allez sur Internet, écrivez âme sœur. C'est impressionnant. L'âme sœur. La femme, là, qui me dit toujours des compliments, qui me regarde toujours avec des éclairs dans les yeux, qui est toujours charmante, qui est toujours prête à s'embarquer dans mes projets et qui en plus est toujours disponible sexuellement, n'existe que dans ma tête. Dans la réalité, c'est des princesses et des sorcières. Des fois princesses, des fois sorcières. Oui, mais c'est ce qui fait le charme aussi. Hein. Oui. Ça permet alors que d'apprécier. dans la tête des femmes, ben, l'homme toujours prévenant, toujours gentil, qui sent toujours bon, et qui en plus communique. Ah oui, la communication. Au moment où vous le désirez et qui trouve toujours intéressant ce que vous avez à dire, n'existe que dans vos têtes. L'âme sœur, c'est une illusion qui est utilisée pour nous rendre malheureux. Parce que vous imaginez que la réalité peut être là. La meilleure façon d'être déçu, c'est d'avoir des attentes irréalistes, d'avoir des attentes illusoires. Parce que si vous pensez que dans les autres couples, l'herbe paraît toujours plus verte. On dit toujours que l'herbe, elle paraît plus verte chez les autres, chez le voisin.
Alors, si vous pensez que la réalité pourrait être ça, c'est que vous avez une réalité qui est ici, c'est évident que vous allez être déçu. Alors, pour être heureux, c'est Milton Erickson qui dit cette phrase-là, être heureux, c'est profiter de ce que j'ai. Je suis en accord total avec lui à ce niveau-là. Et je rajoute, moi, de ce que je suis et de ce que je suis. Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup. Juste avant, j'aimerais rapporter une anecdote. Il y a 2000 ans, un jeune homme est allé voir Aristote pour lui demander, Aristote, toi qui connais tout sur tout, le grand sage, le grand philosophe, dis-moi, devrais-je me marier ou rester célibataire? Et Aristote, après un moment de réflexion, répondit, peu importe, tu vas le regretter. Ce qu'Aristote signifiait dans cette boutade, c'est que si vous êtes célibataire, profitez-en. Ne courez pas après une âme sœur. Profitez du fait que vous êtes seul avec vous-même pour faire des choses que vous aimez. Et quand vous serez marié, profitez-en au maximum. Vous ne savez pas pendant combien de temps vous allez être marié. Profitez de la vie, peu importe votre statut civil. Profitez de l'instant présent, tout simplement. Oui. Et préparez l'avenir aussi. Oui, évidemment. Parce que si vous ne donnez pas d'objectif, si vous ne savez pas où vous en allez, vous allez vous retrouver ailleurs. On est d'accord. Donc j'aime beaucoup aussi à la page 85, mon cher Yvon, la femme idéale pour l'homme est une colombe qui a les qualités d'une fourmi et l'homme idéal pour la femme, on ne rit pas, est un lien avec la patience de l'agneau. Je trouve ça très chouette, parce qu'en plus c'est marqué à la ligne, donc... Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça, j'ai apporté cette phrase-là, mais je trouve c'est exactement. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Je n'ai pas, juste à vous lever la main, puis on va... Vous avez le droit et on vient vers vous avec le micro. Ou quelque chose à dire, autre. Non? Messieurs? Ils nous regardent avec beaucoup de sérieux, j'adore. On continue. On continue. Alors, ça, vous l'avez écrit. Comment vous l'avez eu, cette phrase? Je la trouve vraiment, vraiment géniale. Je ne me rappelle pas où j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai écrit anonyme. Parce que normalement, lorsque je cite... Oui, parce que vous l'avez... Je ne copie jamais. Je rends toujours aux auteurs leur mérite. Il y a une phrase, par contre, que j'aurais aimé écrire. Laquelle? Qui a été écrite par un écrivain français, la mémoire ne me revient pas. Le bonheur se trouve seul et se partage. Ça, je trouve ça tellement génial. Et c'est juste? Simple et génial. Le bonheur se trouve seul. C'est une évidence. Si chacun d'entre nous s'occupait bien de nous, on n'aurait pas besoin que les autres s'occupent de nous. Et on pourrait partager du bonheur. La terre serait un paradis. Ah, je crois qu'on faudrait qu'on trouve quelque chose. On a encore du travail à faire. On a encore du boulot, hein. On va y arriver, ça c'est sûr. Bon, alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que la vie pour moi est également, lorsque je lis votre bouquin, je m'y retrouve parfaitement parce que le bonheur, ça se travaille d'abord avec soi-même. Ça, c'est ce que j'ai très bien compris et ce que j'ai bien assimilé et que j'ai mis en place. Et on rencontre le partenaire que l'on a besoin sur le moment présent. Donc, il y a des moments où on se dit, mais pourquoi on a rencontré, allez, je donne un exemple terrible, une personne qui nous bat. Il y avait le bourreau, mais nous étions en accord d'être la victime. Ou bien. Les psychologues sont les premiers à dire que notre partenaire est notre devoir. C'est ça. Si je n'ai pas développé mon intelligence émotionnelle conjugale, si je ne m'aime pas suffisamment, c'est sûr et certain que je vais rencontrer quelqu'un qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle et qui ne s'aime pas suffisamment. Et là, on va avoir des gros problèmes de communication, d'habileté relationnelle. Et quand l'un des deux est souffrant, l'autre est souffrant. Puis malheureusement, pour 7 à 8% des couples, ça va jusqu'à la violence physique. Absolument. C'est pour ça que... Pas 50%, là. Non. Comme disent certaines recherches, qui ne sont pas du tout méthodologiques. Les recherches scientifiques sur la violence conjugale, c'est seulement 7 à 8%. C'est déjà beaucoup. Surtout quand on voit les nombres en même temps où ça dérive très loin. C'est ça. Donc, pour vous, le bonheur, parce qu'on a encore quelques minutes, c'est succulent. Quand on parle du bonheur, il faut vraiment se le délecter jusqu'au bout. Le bonheur, pour vous, pour toutes les personnes qui nous écoutent, quel est le message subtil que vous avez envie de leur envoyer à travers le livre que vous avez écrit et que l'on conseille à tout le monde, qui sont les couples heureux?
J'ai fait une recherche sur le... J'aime beaucoup aller chercher l'origine des mots, le sens étymologique. Actuellement, il y a deux courants pour définir le bonheur. Il y en a qui disent que le bonheur, c'est le but du chemin. Qu'on est sur la terre pour souffrir, pour gagner son ciel. C'est une façon de voir les choses. Et il y en a d'autres qui disent, ben non, le bonheur, c'est au moment présent. Le bonheur, ce n'est pas le but du voyage, c'est le voyage, c'est le chemin. Alors, quand on recherche l'origine étymologique du mot bonheur, ça dit accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Ce qui veut dire que le bonheur, c'est je fais quelque chose que j'aime, j'entreprends quelque chose que j'aime, et la vie, ou les dieux, appelez ça comme vous voulez, va, si je réussis à l'entreprise que je fais, le succès va augmenter mon bonheur. Alors, si je trouve une femme que j'aime et qui m'aime, et qu'on entreprend un couple, et qu'on réussit notre couple, on augmente notre bonheur à chaque moment de notre vie. Je confirme. Merci. Dites-moi, Yvon Dallaire, vous allez être sur le stand où on va pouvoir, vous allez dédicacer pour le plaisir de ces dames et de ces messieurs un de vos livres. J'en ai plusieurs. C'est pour ça que je dis un de vos livres. Le sujet des hommes et des femmes est tellement vaste que j'ai plus d'une vingtaine de livres d'écrits sans jamais avoir répété évidemment les mêmes choses. Je suis juste ici à côté au Spam Transat et à 17h30, je donne une conférence sur exercice pour les couples heureux. Oh, ça c'est extraordinaire. Je vais vous proposer des choses pour augmenter votre bonheur. Écoutez, on viendra assister déjà à la conférence à 17h30. On va venir également, je pense, des personnes vont venir vers vous pour avoir une autographe et puis de pouvoir parler avec vous. Et puis, on le conseille parce que c'est vraiment une référence qui sont ces couples heureux, surmonter les crises et les conflits du couple. Vous avez un site internet? Oui, c'est très simple. yvondallaire.com. Mieux que ça, on ne peut pas. Merci beaucoup, Yvon Dallaire. Bienvenue, Annie. Merci.